J'ai un plaisir, je ne sais pas s'il est plus immense que tout à l'heure, parce que c'était déjà super d'avoir au-dessus un, mais Bernard Stiegler, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour plein de raisons. J'écris de plus en plus sur le travail, sur l'emploi, et vous verrez dans le magazine qui vous sera remis à la fin de l'événement, ne partez pas sans, parce qu'il y a des tribunes exceptionnelles. J'ai rajouté un article que j'ai écrit il y a quelques mois sur « Et si on arrêtait de confondre travail et emploi ?» Et l'une des vidéos que j'adore et que j'ai mis dans l'article, dans sa version online, c'est une vidéo de Bernard, où Bernard racontait « Mais l'emploi est mort, vive le travail !» Et la fin de l'emploi, c'est le renouveau du travail. Et il serait temps qu'on en prenne conscience, il serait temps que Muriel Pénicaud et notre cher président comprennent aussi la différence entre travail et emploi, parce qu'on parle toujours de code du travail, de loi travail, de marché du travail, alors qu'à chaque fois, on ne parle que d'emploi. Voilà. Donc j'ai l'immense plaisir d'accueillir Bernard, qui va, entre autres, parler de ça, mais aussi d'une expérimentation qui est lancée depuis peu. Voilà. La pleine commune. Voilà. Merci Jean-Christophe. Bonjour. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Je suis très très heureux de contribuer à votre rencontre d'aujourd'hui. Jean-Christophe m'avait demandé de parler donc, de l'emploi, du travail, ce que je vais faire évidemment. Je vais aussi parler de pleine commune, mais il m'avait aussi demandé de parler un peu du talent. Et donc je vais vous montrer des gens qui ont du talent. Sur cette image, les gens que vous voyez là, ce sont des Bangladais. Comme vous le voyez, ils vivent sur un tas d'ordures. Au milieu de ce tas d'ordures passent des égouts. Et ces gens-là, ils ont été étudiés en 1972, il y a donc 45 ans, par un grand économiste qui s'appelle Amartya Sen, qui a eu depuis un prix Nobel, en particulier à cause de ce travail. Parce qu'Amartya Sen, qui était encore un jeune économiste à cette époque-là, aujourd'hui il est âgé, il est dans le London School of Economics, il n'a pas loin de 90 ans, mais à cette époque-là, Amartya Sen étudiait les économies de famine. Parce que figurez-vous que même quand on est dans la famine, il y a des économies, il y a des échanges. Et dans ces économies de famine, eh bien, il a découvert une chose incroyable. Le Bangladesh, à cette époque-là, était en pleine famine, une terrible famine. Eh bien, les Bangladais vivaient, a-t-il découvert, plus longtemps que les gens de Harlem. En tout cas, les hommes, parce que les femmes, souvent, elles mouraient en couche. Pas de maternité, pas de médecin, pas d'obstétricien, rien. Donc souvent, les femmes mouraient, et les bébés aussi, d'ailleurs, très petits. Mais les hommes vivaient plus longtemps qu'à Harlem. Et donc, Amartya Sen s'est demandé pourquoi. Il a étudié ça pendant plusieurs années. Et en 1976, il a commencé à développer une théorie qui était que ces gens-là avaient du talent. Et ceux-là l'avaient perdu. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai. À Harlem, il y a de fantastiques jazzmen, par exemple. Oui, moi-même, j'étais passionné de jazz autrefois. Et je suis allé à Harlem, d'ailleurs. Mais ce que montre Amartya Sen, c'est que les gens de Harlem étaient hautement prolétarisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont perdu leur savoir. Les gens du Bangladesh, ils maintiennent leur savoir-vivre, leur savoir-faire et leur savoir spirituel. Ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles, mais ils savent toujours vivre. Regardez comment ils sont habillés, par exemple. Ils font très attention à la manière de s'habiller, etc. À Harlem, ils sont prolétarisés à la fois en tant que producteurs et en tant que consommateurs, y compris consommateurs d'héroïne. Qu'est-ce que c'est que de consommer de l'héroïne? C'est être commandé par l'héroïne. Voilà. Et donc, je pense, moi, que nous sommes en train d'entrer aujourd'hui dans une phase que d'ailleurs Karl Marx avait évoquée dans le Manifeste communiste, qui est ce qu'il a décrit comme une prolétarisation de tous ceux qui travaillent dans la société industrielle. Par exemple, celui-ci. Celui-ci, c'est-à-dire ce monsieur que vous voyez de profil, que vous connaissez sans doute, vous l'avez déjà vu, il s'appelle Alan Greenspan. Alan Greenspan, ce jour-là, c'est enregistré, vous pouvez regarder le film, il est sur YouTube, était interrogé par le Sénat américain, enfin par une commission sénatoriale, présidée par un républicain d'ailleurs, et qui lui demandait de s'expliquer sur la crise de 2008, Bernie Madoff, l'effondrement de Lehman Brothers, etc., etc. En lui disant, mais c'est vous tout ça, c'est vous qui avez fait ça. Et le système de défense de Greenspan a été de dire, ah non, c'est pas moi, ce sont les algorithmes auxquels plus personne ne comprend rien. Nous n'avons aucune théorie du fonctionnement des algorithmes financiers. Nous ne savons pas comment ça marche.
En fait, il a décrit ce que Marx appelait en 1848 la perte du savoir du prolétaire. Le prolétaire, c'est celui qui ne sait plus comment ça marche. J'ai un ami qui travaille dans la Silicon Valley, qui a fondé une entreprise qui se spécialise dans la médecine algorithmique non prolétarisante, c'est-à-dire qui est une médecine qui s'appuie sur des algorithmes et qui explique aux médecins les processus de calcul. Ce que je vais vous dire, c'est que nous sommes arrivés à un stade de l'économie, du développement de l'économie industrielle, où la prolétarisation s'est étendue à un point énorme, puisque maintenant, même les scientifiques, les juristes, les médecins, etc., sont prolétarisés. C'est-à-dire qu'ils répondent à des systèmes qu'ils servent avec leurs compétences, mais pas avec leurs talents. Parce que ces systèmes-là détruisent les talents. Ils ne demandent pas de talent. Qu'est-ce que c'est que le talent? On va essayer de le comprendre. On va essayer de le comprendre, pardon, je me trompe de bouton, en se penchant sur le logiciel libre. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui, sur lequel je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant, vient d'une expérience que j'ai eue de directeur d'entreprise, puisque j'ai été directeur général adjoint de l'INA pendant quelques années, à partir de 1996, et j'ai découvert dans le service de la recherche et du développement de l'INA une équipe de développeurs qui pratiquaient le logiciel libre. Je ne savais pas ce que c'était. À cette époque-là, il n'y avait pas tant de gens que ça qui connaissaient le logiciel libre. Moi, je venais d'arriver, je n'étais pas énarque ni polytechnicien, il fallait que je fasse mes preuves au ministère du Budget, que je pouvais gagner un peu d'argent, parce que l'INA, c'est un établissement commercial, donc je devais faire rentrer du chiffre d'affaires. Et je leur ai dit, oh, le logiciel libre, c'est très gentil, mais il n'y a pas de licence, il n'y a pas de monétisation, tout ça. On arrête, on va passer au logiciel propriétaire. Ils m'ont dit, bon, on se met en grève. Pas compliqué. Donc j'ai fait marche arrière et je me suis renseigné sur le logiciel libre. Et qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert un système de production industrielle qui aujourd'hui est majoritaire. Pas exactement le logiciel libre, c'est ce qu'on appelle l'open source. La production informatique aujourd'hui est très majoritairement produite en open source et logiciel libre. Et c'est un modèle qui repose sur la déprolétarisation. C'est-à-dire sur la suscitation du savoir, la sollicitation des talents, la stimulation des groupes d'échange de savoir, etc., etc. C'est à partir de ce modèle du logiciel libre sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, parce qu'en plus, ensuite j'ai pris la direction de l'IRCAM, où il y a également des développeurs qui font du logiciel libre, que je me suis dit qu'il faut réinventer le monde industriel sur ce modèle-là. Et ça, c'est ce que nous appelons aujourd'hui, dans l'association que je préside, qui s'appelle Ars Industrialis, nous appelons ça l'économie contributive. Cette économie contributive, c'est une économie qui vient mettre en question ce modèle-là. Ça, c'est le modèle qui a été développé par Henry Ford à partir de 1913. Ce que vous voyez là, c'est une chaîne de montage de Detroit. C'est le montage de la Ford T, la première automobile produite à la chaîne. À partir de 1908, Henry Ford essaye de développer ce modèle, il le conçoit, et il met en place ce qu'on appelle la seconde vague d'automatisation. La première vague a commencé au XIXe siècle, enfin la fin du XVIIIe siècle. Adam Smith la décrivait déjà. C'est l'hyperspécialisation du travail avec des machines qui progressivement commandent les ouvriers, et c'est ce que Marx décrira après Adam Smith comme le processus de prolétarisation. Mais en 1908, Henry Ford utilise la théorie de l'organisation scientifique du travail de Frederick Taylor, et il impose aux ouvriers une prolétarisation à un point extraordinairement développé que, vous l'avez vu certainement, Charlie Chaplin a mis en scène dans Les Temps modernes. Un point qui aujourd'hui atteint tout le monde, les avocats et les médecins, à travers l'algorithmique. Ce modèle-là, qui a été théorisé en 1908, qui a été concrétisé en 1913, mais qui a attendu 20 ans pour devenir solvable véritablement. Pourquoi? Parce qu'entre 1913 et 1933, il y a eu plusieurs crises économiques, dont une très grave qui est celle de 1929. Il n'a pu se développer qu'à partir du moment où Roosevelt et Keynes ont inventé une nouvelle macroéconomie qui consistait à valoriser l'emploi de ces ouvriers, à garantir, à protéger, à développer ce qu'on appelle l'État social, le welfare state. Et pourquoi faire? Pour redistribuer les gains de productivité à travers le salaire pour créer une boucle économique positive et qui fasse que l'économie se développe. C'est ce qu'on appelle the growth economy, l'économie de la croissance, au sens de Keynes. Maintenant, nous vivons une nouvelle vague d'automatisation. C'est la troisième vague d'automatisation qui est basée d'abord sur des robots humanoïdes comme celui-ci. Ce genre de robot coûte 30 000 euros, 40 000 euros. Il est capable de faire beaucoup de choses. En ce moment, à Shenzhen, en Chine, où je travaille,
l'entreprise Foxconn a déployé des robots. Il y a 2 ans et demi, le PDG de... D'abord, il y a 4 ans ou 5 ans, le PDG de Foxconn a dit à ses actionnaires, mon objectif, c'est de licencier tous les salariés, qu'il n'y ait plus que des robots dans l'usine. 1,5 million de salariés, hein, dans une usine. Il y a 2 ans, 2 ans et demi, il a investi 17 milliards de dollars avec Google dans le développement de la robotisation. L'année dernière, il a licencié 100 000 ouvriers. Et cette année, il relicencie 100 000. Ça, c'est la 3e vague d'automatisation. Et cette 3e vague d'automatisation liquide l'emploi. Alors, c'est un sujet très polémique. Moi, j'ai lancé la discussion sur la base de ce rapport et d'un autre rapport du MIT qui explique, c'était il y a bientôt 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, oui, que, voilà, avec la nouvelle vague d'automatisation, par exemple, aux États-Unis, 47% des emplois sont intégralement automatisables. Ça ne veut pas dire que le MIT prétend que 47% des emplois vont disparaître, non. Mais ça veut dire que 47% des emplois, si rien ne se passe, pourraient disparaître, si rien ne s'y oppose. Et quand je dis s'y opposer, ça ne veut pas dire forcément des syndicats, il peut y avoir d'autres considérations. Il y a toutes sortes de raisons qui font que... Mais c'est une tendance fondamentale. J'ai ouvert un débat comme ça dans un livre qui s'appelle « La société automatique », qui commence par le discours d'Alan Greenspan, que j'ai analysé. Et puis, ça a créé une sorte de polémique. Je suis allé, par exemple, à France Stratégie, qui prétend exactement le contraire, puisque M. Pisani-Ferry, dans un rapport au président de la République, remis d'ailleurs au moment où ces études étaient sorties, a prétendu qu'on serait revenu au plein emploi, d'ici à 2025. Ce qui était de la folie pure. Et finalement, France Stratégie m'a invité, ce n'est pas le président Pisani-Ferry qui m'a invité, ce sont des collaborateurs. Et on a ouvert une discussion. Et en fait, aujourd'hui, France Stratégie admet que ce n'est pas un modèle schumpeterien, qu'il n'y aura pas recréation de l'équivalent. Et l'OCDE, surtout, qui est un organisme international, a posé qu'il y aurait 9% d'emplois très certainement détruits. 9%, c'est considérable. Nous sommes déjà à environ 16% ou 17% de non-emploi, même s'il y a des gens qui ont des emplois précaires qui fait qu'on ne les considère pas comme chômeurs, mais si vous en rajoutez 10%, c'est plus solvable du tout. On n'est déjà pas très solvable, en réalité, puisqu'on vit sur des spéculations, des dissimulations de pertes, etc., etc. Mais avec 10% de chômeurs en plus, c'est l'effondrement. Et ça ne concerne pas que la France, ça concerne le monde entier, Chine comprise, BRICS compris. À partir de là, il faut en tirer les conséquences, il faut changer de modèle macroéconomique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement les robots qui développent tout ça, c'est la data économie. Ça, c'est donc ce qu'on appelle la data economy, qui fait que vous et moi, nous contribuons au licenciement de gens qui gèrent des stocks, qui font de la comptabilité, etc., puisque nous nourrissons à travers l'algorithmique, les big data, finalement des fonctions automatisées qui se substituent à des emplois. Alors, tout ça procède de ce qu'on appelle la disruption. Qu'est-ce que c'est que la disruption? C'est l'accélération extraordinairement grande de la transformation technologique et qui fait qu'on n'arrive plus à suivre. Et pour quelle raison? Eh bien parce que ces technologies-là, par exemple, font que dans le cloud que vous voyez là, ça c'est l'organisation du cloud, les datas sont scannées à travers ce qu'on appelle le calcul intensif, dans les cas les plus optimisés, aux 2/3 de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 200 millions de mètres par seconde. Tandis que vous, quand vous jouez avec votre smartphone, quand vous en servez, vous fonctionnez à 60 mètres par seconde. Ça veut dire que la machine va entre 3 et 4 millions de fois plus vite que vous. Et donc vous arrivez toujours trop tard. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme ça? Eh bien, il faut créer ce qu'on appelle une bifurcation. Et il faut commencer d'abord par aller lire un savant français, qui était un ingénieur aussi, un physicien et un ingénieur en mécanique, qui s'appelait Sadi Carnot. Sadi Carnot, en 1824, a étudié les fonctionnements et les dysfonctionnements de la machine à vapeur. Il a découvert ce qui a été ensuite théorisé par un physicien fondamental allemand qui s'appelait Boltzmann. Il a découvert ce qu'on appelle l'entropie. Qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est le fait que, dans un système thermique, par exemple, comme une machine à vapeur, l'énergie se dissémine irréversiblement et on ne peut jamais récupérer l'énergie perdue.
Et Boltzmann a montré, après Sadi Carnot, que l'énergie perdue est une tendance de tout l'univers. En 1929, Erwin Hubble a montré que l'univers est en expansion et qu'il se refroidit. C'est triste ce que je vous raconte là. C'est triste, ça veut dire que la vie est condamnée à disparaître, même l'univers est en voie de disparition. La chaleur est en voie de disparition. Mais un autre physicien, en 1944, Erwin Schrödinger, a dit oui, l'entropie se dissipe, mais les êtres vivants retiennent l'entropie et produisent ce qu'il a appelé de l'entropie négative. Ce poussin, par exemple, que vous voyez là, qui vient de sortir de son œuf, il est aux alentours de 37 degrés. Il restera aux alentours de 37 degrés, plus ou moins 2 degrés, jusqu'à sa mort. S'il descend en dessous de 35 degrés ou s'il monte au-dessous de 42 degrés, il est mort. Il a une niche thermique qui est sa condition de vie. Tant qu'il reste dans cette niche, il maintient son énergie. Vous pouvez le prendre dans vos mains, il est chaud. Et pour rester chaud, il a du duvet, etc. Et il a des organes qui sont là pour ça, y compris du sang qui permet de consommer de l'oxygène et de brûler les grains qu'il mange, etc. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Que viennent faire les poussins dans les questions d'emploi et de travail? Eh bien, ils viennent faire que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres aussi négantropiques et que, comme ce poussin, c'est-à-dire que nous luttons contre l'entropie, nous essayons par exemple de garder la chaleur, nous fermons les fenêtres, ou bien de garder la fraîcheur, à l'inverse. Nous essayons de maintenir des niches, des lieux de négantropie, mais nous ne le faisons pas simplement avec notre duvet ou nos petites pattes ou notre bec, mais avec mon pull, mes lunettes, ma zapette, mon ordinateur, les images que je vous montre, avec des artefacts, avec des choses artificielles. Et ces choses artificielles, elles ont une très grande qualité, c'est qu'elles permettent d'augmenter considérablement les capacités de négantropie à un point extraordinaire, c'est ce qui produit ce qu'on appelle le confort, etc., mais aussi d'augmenter l'entropie. Ce sont ce qu'on appelle en grec des pharmaka, au singulier le pharmacon, des remèdes qui sont aussi des poisons. Si on ne sait pas s'en servir, on peut faire des catastrophes. Par exemple, avec les réseaux sociaux, qui sont des choses extraordinaires, on peut faire des catastrophes. Avec Twitter, en ce moment, il y a des trucs un peu catastrophiques qui se passent. Vous avez peut-être remarqué. Alors, je vous ai parlé de l'entropie et de la négantropie pour une raison précise. Je pense que demain, l'économie ne rebondira que si elle est capable d'affronter l'anthropocène et de lutter contre l'anthropocène pour aller au-delà de l'anthropocène, ce que j'appelle le néganthropocène, vers le néganthropocène. Vous avez certainement entendu parler du dernier rapport du GIEC, qui est publié il y a 3 ans. Il y a 3 ans, le GIEC, au mois d'octobre, il y a exactement 3 ans, a publié donc son rapport, son 5e rapport, je crois, qui expliquait qu'il nous reste 30 ans pour changer d'économie, de modèle économique, pour éviter de dépasser la barre des 2 degrés d'augmentation du climat, du réchauffement climatique. 95% des scientifiques du globe sont d'accord sur ce rapport. C'est important de le dire, même si M. Trump n'est pas d'accord. Peut-être avez-vous entendu dire aussi qu'au mois de juillet dernier, le GIEC a dit malheureusement, on s'est trompé. Ce n'est pas 2 degrés. Pour le moment, c'est 4 degrés qui nous pendent au nez si on ne fait rien d'ici à 30 ans. Ils ont énormément aggravé leur scénario. Et malheureusement, les cyclones qui n'arrêtent pas en ce moment du côté de l'Amérique centrale sont des confirmations de ces diagnostics. C'est ce qui me fait vous parler maintenant de ce que nous... Alors, ça, ces questions dont je vous parle, l'entropie, de négantropie, elles ont été théorisées par Norbert Wiener, les théoriciens de la cybernétique, et qui disait, dans ce livre, que je vous recommande de lire, il est traduit en français, il s'appelle Cybernétique et Société, qui disait, la cybernétique, c'est formidable, c'est lui qui l'a conçu, mais ça peut augmenter l'entropie. Et donc, il faut pratiquer la cybernétique d'une manière négantropique, pas anthropique. Ça, c'est notre programme de travail sur ce territoire de pleine commune. Qu'est-ce que c'est que ce territoire? Vous le connaissez parce qu'il y a le Stade de France, c'est là que la France a eu la Coupe du Monde de football en 1998, ce qui a fait monter Lionel Jospin et Jacques Chirac tous les deux dans les sondages, peut-être vous en souvenez. C'est aussi autour de ce stade que s'est réinventée la Seine-Saint-Denis. Je la connais très bien, moi j'habitais à Sarcelles, un petit peu plus au nord, on voit Sarcelles au fond d'ailleurs sur cette photo, et j'allais souvent à Saint-Denis parce que Saint-Denis, il y avait des bistrots, des trucs, des restos, etc. À Sarcelles, il n'y avait rien du tout. Donc j'avais beaucoup de copains à Saint-Denis. À cette époque-là, c'était une région extrêmement ouvrière, extrêmement pauvre,
et qui est entré avec la désindustrialisation dans une situation absolument catastrophique. C'était Detroit, au nord de Paris, et on se disait, ça va devenir un coupe-gorge. C'était déjà un petit peu chaud, ça va devenir un coupe-gorge. Il se trouve que le maire de Saint-Denis de l'époque, qui s'appelle Patrick Brauzek, qui est un ami, a eu cette extraordinaire idée de faire un rebond à travers tout ça, et s'est battu pour la construction du Stade de France dans ce territoire. Et aujourd'hui, cette région, au nord de Paris, est la région la plus dynamique dans toute l'Île-de-France. Alors je dis cette région, ce n'est pas une région au sens administratif, c'est ce petit territoire, un territoire de 400 000 habitants, 9 communes, et c'est surtout le sud du département proche de Paris, parce que le nord reste un peu à la traîne, pour des raisons diverses et variées. Ce territoire-là est donc présidé par Patrick Brauzek, qui est venu me voir il y a 3 ans et demi, après ce colloque que j'avais tenu au Centre Pompidou, où j'avais dit, avec mes collègues, la 3e vague d'automatisation, c'est quelque chose de nouveau, ça va détruire l'emploi, mais ça va demander du travail d'un nouveau type. Un travail qui produit de la négantropie. C'est-à-dire qui sait s'emparer des automates pour augmenter les capacités de désautomatisation. Parce que c'est ça la négantropie. La négantropie, c'est ce qui est capable de bifurquer par rapport à des systèmes fermés, par rapport à des dispositifs qui se closent sur eux-mêmes, comme disait Ludwig von Bertalanffy, et qui, en se fermant sur eux-mêmes, font augmenter le taux d'entropie. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de talents, comme au Bangladesh. C'est-à-dire pas besoin de l'employabilité. L'employabilité, c'est de la conformation à un modèle standard de compétences. Et aujourd'hui, la compétence, ce n'est plus le problème. Il faut des compétences, bien entendu. Mais ça, ce n'est pas très difficile à produire. Ce qui est difficile à produire, c'est les savoirs. Il faut réinventer une économie fondée sur le développement des savoirs. Quand je dis des savoirs, je ne parle pas des mathématiques ou de la philosophie. Je parle du football, de la cuisine, de l'éducation des enfants, de la construction des bâtiments, de la mécanique, etc., etc. Pourquoi la mécanique, par exemple? Sur ce territoire-là, à Saint-Denis, là, à peu près à 1 kilomètre plus loin que le Stade de France, vous avez des mécaniciens de rue. Ce sont des gens qui, d'ailleurs, polluent un peu la ville, ils mettent de l'huile de vidange partout, les habitants les n'aiment pas beaucoup, même s'ils vont les faire bosser, parce qu'on fait réparer sa voiture chez eux beaucoup moins cher. Mais ce sont aussi des gens qui font du trafic d'automobiles. Par exemple, ils prennent des vieilles Peugeot qui ne peuvent plus rouler en France, ils les remettent en état et ils les envoient au Mali ou au Sénégal, etc., en Afrique de l'Ouest, et puis des gros camions aussi. Il y a une rue de Saint-Denis qui est entièrement pleine de camions démontés. C'est un garage de rue. Et bien, ces mécaniciens-là, ils sont absolument formidables. Et en ce moment, je suis en train de travailler avec un spécialiste de l'économie décarbonée à faire en sorte que ces mécaniciens de rue deviennent des acteurs de l'exécution des objectifs de la COP21. Faire passer 30 millions d'automobiles françaises qui produisent du CO2 aux véhicules électriques, sans mettre les voitures à la casse. Parce que d'abord, écologiquement, ça serait une catastrophe, et en plus, on ne va pas demander aux gens de mettre à la casse des voitures qui n'ont pas fini de payer. Comment on fait pour les faire évoluer vers un moteur thermique, vers un moteur non thermique, vers un moteur électrique? Eh bien, il faut avoir de très bons mécaniciens. Si vous allez chez Renault, chez Peugeot, chez Volvo, chez Mercedes, il n'y a plus de mécaniciens. Il y a encore quelques prolétaires qui serrent des boulons, il y a beaucoup de robots, mais il n'y a plus personne qui sait faire de la mécanique. Si vous allez à Saint-Denis, si vous allez voir un type qui vous restaure un vieux Volvo qui est capable de tirer 50 tonnes pour l'envoyer au Mali, lui, il sait ce que c'est que la mécanique. Et il est capable de vous remettre une automobile à de nouvelles normes en pratiquant son savoir de la mécanique. Je vous dis ça sur la mécanique, je pourrais vous parler de l'économie alimentaire. Et je suis en discussion avec Danone sur ce sujet. Tout à l'heure, je vous disais, les gens de Harlem vivent moins longtemps que les gens du Bangladesh parce qu'ils mangent beaucoup moins bien. Les gens du Bangladesh mangent beaucoup moins que les gens de Harlem, même pas assez, ils ne mangent pas à leur faim. Mais les gens de Harlem mangent n'importe quoi. Ils ont du diabète et du cholestérol. Le diabète, c'est la première maladie aujourd'hui, la première épidémie américaine, avec la consommation d'héroïne. Et donc, il y a à réinventer des modes de vie sur un modèle industriel, parce que ce que nous visons, c'est une économie industrielle, mais un modèle industriel qui produit de la négantropie et pas de l'entropie. C'est comme ça que nous avons proposé à Pleine Commune et au ministre de l'économie de l'époque, il s'appelait Emmanuel Macron, donc je suis allé le voir avec Patrick Brauzek, nous lui avons dit nous voudrions tester, dans le cadre de la Constitution française, il y a un droit à l'expérimentation territoriale,
depuis 2008, nous voudrions nous faire une expérimentation d'un revenu contributif. Ce revenu contributif, il consiste à payer des gens selon le régime des intermittents du spectacle. Des gens qu'on va faire travailler ensemble selon le modèle du logiciel libre, c'est-à-dire en partageant et en utilisant des plateformes de partage de savoir. Pas simplement pour le logiciel, pour la cuisine, pour la mécanique, pour tout. Et on va les incapaciter, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'Amartya Sen décrit. On va leur rendre des capacités de travailler ensemble, on va redonner au territoire une énergie, un dynamisme qui produit de la négantropie, et à partir de là, on va inventer le modèle économique de demain. Pas simplement le modèle microéconomique, mais le modèle macroéconomique. Nous discutons aussi en ce moment avec des Indiens de l'Inde, en Asie, des Indiens de l'Amérique latine, en Équateur, des Anglais, des Belges, beaucoup de pays qui réfléchissent avec nous à la même chose. Et nous passons par maintenant un réseau qui s'appelle les Open Cities, qui est un réseau qui a été constitué par l'ONU, des villes qui cherchent à réinventer la ville, à travers ce qu'on appelle parfois des Fab Cities. Voilà. Nous pensons que ce travail doit se faire à travers une démarche de recherche. Nous avons demandé 10 ans pour faire cela, pour réinventer le travail en dehors de l'emploi. Je ne dis pas que l'emploi va disparaître d'ailleurs. Hein. Si on prend les chiffres du MIT, 53% des emplois pourraient rester. Donc, voilà. L'idée n'est pas de dire tout va devenir de l'emploi intermittent, non. Mais par contre, c'est de dire il y a 47% d'emplois aux États-Unis, 50% en France qui pourraient disparaître. Il faut créer de nouvelles possibilités de redistribuer de la valeur. Il faut redistribuer de la valeur, parce que si on ne redistribue pas de valeur, on ne vend pas. Et donc, le système s'écroule. La question, c'est comment on redistribue intelligemment. On redistribue à travers un revenu contributif qui reprend le modèle des intermittents du spectacle. Ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose, ce n'est pas forcément 70% du dernier salaire, ce n'est pas forcément 507 heures au bout de 10 mois. Tout ça va se négocier, c'est une plateforme de négociation sociale en fait, que nous mettons en place. Nous avons demandé 10 ans, Macron nous a fait une lettre de mission pour ça, maintenant il est président de la République, donc il va nous aider à faire passer cette chose-là. Et pourquoi est-ce que nous le faisons avec des chercheurs? Eh bien c'est parce qu'il y a toutes sortes de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Quel doit être le régime juridique précisément? Comment va être financé ce revenu, etc. Donc nous embauchons des économistes, des mathématiciens, des biologistes, des juristes, toutes sortes de gens, des urbanistes, parce que nous développons aussi sur ce territoire ce que nous appelons a truly smart city, une ville vraiment intelligente, qui n'est pas une pseudo-ville automatisée qui va encore plus crétiniser les gens. Et tout ça, eh bien, c'est ce qui se développe à travers cette chaire de recherche contributive qui existe depuis 1 an maintenant. Nous avons démarré avec 5 chercheurs. Nous venons de recruter 4 supplémentaires et nous allons en recruter encore 6 au mois de janvier. Donc nous avons une petite équipe de 15 personnes. Nous sommes accueillants aux acteurs économiques, aux acteurs associatifs. Nous travaillons avec l'éducation nationale, avec la santé. Voilà ce que je peux vous dire sur là où nous en sommes. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Comment est-ce que vous procédez? Vous m'aviez dit 20 minutes, donc je pense que j'ai dépassé. C'est parfait, c'est parfait. Merci, merci Bernard. Merci. Merci à vous. Merci. Absolument passionnant. À titre personnel, juste pour vous donner une idée aussi, et j'avais une discussion avec Nicolas Galita, qui est quelque part ici, il y a 2 ans, parce que je suis quelqu'un qui adore la viande, et je lui disais, mais comment tu fais pour arrêter complètement la viande? Et il me disait, je sais pas, du jour au lendemain, je me suis arrêté. Moi, je me suis arrêté en février dernier, voilà. En août, j'ai arrêté le poisson. Non, c'est pas pour applaudir. C'est juste que j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. Et que quand vous allez au restaurant et que vous êtes végétarien aujourd'hui, alors j'étais en Croatie cet été, mais même à Paris, à Strasbourg, c'est difficile de se nourrir correctement sans qu'il y ait un bout de poisson ou un bout de viande dans une assiette. Et c'est juste une hérésie aujourd'hui. En Croatie, à côté d'une île paradisiaque, il y avait des fermes de poissons. C'était du thon qu'on envoyait au Japon pour faire des sushis. J'adorais les sushis. Voilà, donc on marche sur la tête. Donc Bernard, c'est merveilleux tout ce que vous venez de raconter parce que voilà, ça fait partie de toutes les réflexions que j'ai. Et encore une fois, je vous invite à lire l'article que j'ai écrit et à regarder un petit peu tout ce que fait Bernard parce que c'est fabuleux. Merci, c'était génial. Merci. Merci. Bonne rencontre. À bientôt.